collègue dit c'est pas vrai puisque j'ai une autorisation parentale de sortie que tes parents ont signée, donc ça veut dire que tu dois entrer. Oui, oui, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'une basilique c'était un lieu religieux. Aïe, aïe, aïe. Bon, sur ce, une vieille femme voilée sort de la basilique et se voit l'altercation, observe la situation, s'approche des élèves et se met à les tenser en leur expliquant qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir des collègues qui les amènent à la basilique, qui les sortent, qui fait des projets avec eux, qu'ils doivent absolument aller voir ce bâtiment et que surtout le Coran n'interdit en rien d'entrer dans un lieu religieux. Les élèves finissent devant cette nouvelle légitimité, disons, qui n'est pas la parole de l'enseignant, d'entrer dans la basilique, et finalement la sortie se passe très bien, ils traînent même, ils veulent prendre des photographies de la rosace, enfin ils sont très contents. Évidemment, le soir, la collègue, très embêtée, appelle les parents pour savoir si ça va poser difficulté, et les parents répondent qu'en effet, ils n'ont pas compris que la basilique était un lieu religieux, ils ne savaient pas, mais qu'en revanche, ils ne s'opposent en rien à ce que leur enfant non seulement entre dans un lieu religieux, mais participe à l'ensemble du projet, etc. Et la suite du projet se passe bien. Ce que montre cet exemple, c'est que on aurait pu, dans une situation comme celle-ci, monter la situation en épingle. Dire, vous vous rendez compte, ces élèves qui ne respectent pas la laïcité, qui refusent, etc. Parce que, voilà, tout d'un coup, la situation se serait crispée. Et je pense qu'on est tous, en tant qu'enseignants, on peut se retrouver dans une situation comme ça. Parce qu'il y a le 80% de la classe qui est déjà dans la basilique, parce qu'on est en tension, parce que tout d'un coup, il y a 2 élèves qui refusent, qu'on ne sait pas quoi faire, qui va les garder. Enfin, on peut très vite monter en pression. Parce que, voilà, il y a une question de discipline, on n'est pas nombreux à faire la sortie. Et du coup, ce qui nous paraissait important, et c'est aussi beaucoup ce qu'on a dit dans la deuxième partie du livre, à chaque fois qu'on avait des situations concrètes, c'est la nécessité de désacraliser le problème. En fait, on a affaire à des adolescents. Et à un moment donné, ils sentent une brèche, une possibilité peut-être de contredire, voilà. Et du coup, ils utilisent, comme des adolescents qu'ils sont, et du coup, il vaut mieux désacraliser le problème, entrer dans le dialogue, et surtout, en fait, préparer la chose en amont. C'est-à-dire que ces sorties scolaires à la basilique de Saint-Denis, elles ont été réorganisées, mais c'est vrai que l'année d'après, eh bien, à la réunion de rentrée avec les parents d'élèves, le projet était présenté. La demande d'autorisation parentale de sortie n'était pas un petit truc, tout petit papier succinct, on écrivait basilique de Saint-Denis, mais on présentait le projet, on expliquait ce que c'était qu'une basilique, etc., etc. Et du coup, ça n'a pas reposé problème. Donc, ce qui nous paraissait nous important, c'était de montrer que souvent, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être désamorcées par du dialogue, par du compromis, et que c'est aussi le rôle de l'enseignant de désacraliser, d'entrer en discussion avec les élèves là-dessus. On ne dit pas, dans notre livre, qu'il n'y a jamais de problème. C'est-à-dire que là, évidemment, moi, je peux raconter une histoire, et c'est une histoire qui finit bien, c'est un dialogue. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que s'il y a problème, s'il y a tension au sein de l'institution scolaire, c'est parce qu'en fait, il y en a ailleurs. C'est-à-dire qu'évidemment, dans nos classes, on entend des discours sexistes, des discours racistes, etc. Mais en fait, on en entend aussi dans nos dîners de famille, dans notre salle des profs, dans nos dîners entre amis, et que, en fait, face à cela, la plupart du temps, et toujours en tout cas dans notre expérience vécue, dans les classes, la majorité des élèves répondent à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'enseignant contre tous les élèves qui tiendraient tous un discours réactionnaire, conservateur, etc. Non, en fait, on a des alliés au sein même des classes. Et donc, ce qu'on vit dans nos classes, qui sont des situations de tension qu'il ne faut pas nier, sont en fait ne sont pas propres à l'institution scolaire, quoi. Voilà. Du coup, c'était ça aussi pour nous l'idée de proposer une laïcité apaisée. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Voilà, est-ce que vous avez... Si. Heureusement qu'il y avait cette femme voilée qui passait quand même. Alors après, je pense que... Je ne sais pas quel est le poids qu'elle a eu mais enfin, voilà, s'il n'y avait pas une femme voilée, s'il y avait une religieuse catholique qui Oui, je pense par exemple, dans cette situation, pour m'être retrouvée parfois en conflit avec des élèves en sortie, moi il m'est arrivé, pas sur des questions religieuses du tout, mais sur d'autres sujets, d'appeler les parents.
bonjour, là vous avez signé une autorisation de sortie, je suis avec Quentin qui me dit ça, ça et ça, qu'en pensez-vous? En général, les parents disent il dit n'importe quoi, pas du tout, vous avez mon appui, voilà, et à partir donc je raccroche mon téléphone et je dis c'est bon, donc j'en ai discuté avec votre parent et voilà, vous devez vous remettre à vous comporter correctement. Enfin, alors évidemment que c'est des moments où on peut être isolé, hein, mais... Oui, mais là, oui, parce que là oui, c'est ça, c'est que vous pourriez être isolé dans cette configuration-là, avec des parents qui disent, bah non, je refuse que les enfants rentrent dans une basilique, et ils savent très bien ce que c'est qu'une basilique. Non, vraiment, alors je ne sais pas justement le poids qu'a eu cette personne, cette dame voilée, qui j'imagine est musulmane, parce que ça peut être une femme voilée. Oui, tout à fait. Et donc, elle a eu, voilà, quel est le poids, quel poids elle a eu sur le choix des deux, enfin, sur la décision finalement de rentrer par... Oui, bah, je ne sais pas, c'est-à-dire, je pense qu'après la collègue, on ne peut pas refaire l'histoire. Oui, c'est ça, ouais. Nous, la question, c'est de dire que... Ah bon, on va faire un roman. Non, mais c'est qu'à la limite, ce qui est important, c'est qu'il y ait des relais et dans toute la société, et dans sa diversité, qui appuie le rôle de l'école et des enseignants. C'est ça que... Mais nous, ce qu'on voulait dire, c'est que bien souvent, les parents d'élèves relaient ça. Moi, j'ai jamais eu affaire à des parents d'élèves qui refusaient ça, ou alors il y a toujours eu un dialogue qui s'est instauré qui a permis de désamorcer les choses. Et après, c'est aussi notre rôle d'enseignant, nous, d'expliquer que quand on va à la basilique, ou quand on étudie la Bible, en 6e, on étudie la Bible. Ça peut poser problème. Hein. Un athée peut dire pourquoi on étudie la Bible en 6e. Moi, j'estime qu'il ne doit pas y avoir d'instruction religieuse. En fait, d'expliquer que l'objet qu'on étudie, ce n'est pas l'objet en tant qu'objet de culte, en tant que question cultuelle, mais c'est l'objet culturel. Et que nous, notre approche en tant qu'enseignant quand on va à la basilique, ça ne va pas être pour prier, ça ne va pas être une approche religieuse. On va lire la Bible, mais on ne va pas la lire en tant que théologien. Et disons que je trouve que le questionnement sur qu'est-ce que c'est qu'une basilique, pourquoi on me fait lire la Bible, est un questionnement qui est légitime. Voilà. Et du coup, et auquel nous, en tant qu'enseignants, notre travail, c'est de répondre à ces questionnements. Parce que s'ils ne se posaient pas la question, ce serait triste, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment affaire à des élèves soumis dans un... On en vient aux fondamentaux de nos métiers, c'est que bien souvent les situations de blocage, la violence, viennent de l'ignorance. C'est par l'éducation qu'on réglera en effet un bon nombre de problèmes. Et si vous voyez ce qui se passe actuellement, les formes d'intégrisme, etc., vous voyez que la plupart de ces jeunes, à la base, n'avaient pas, entre guillemets, ne s'étaient pas approprié leur propre culture d'origine, n'étaient pas pratiquants musulmans du tout, et se sont radicalisés avec une espèce de fausse image de ce qu'est la religion musulmane. Et en effet, s'il y a une éducation, par exemple dans le cas de la basilique, en effet, si vous rencontrez quelqu'un, un imam modéré, etc., il va vous dire que les trois religions du livre sont sœurs, qu'on doit respecter les autres comme si c'était ses frères, et que les lieux de culte des juifs et des catholiques sont aussi des lieux saints pour les musulmans. Mais c'est vrai que si on ne l'a pas appris auparavant, et ça, on peut en faire cette instruction, mais c'est vrai que normalement, il y a aussi une part d'éducation de la part des parents. Connaître ses propres origines et sa propre culture, des fois, il y a une identité, entre guillemets, qui est fantasmée, mais qui ne correspond pas à la réalité des choses. Après, je pense que c'est compliqué pour nous en tant qu'enseignants d'entrer dans qu'est-ce que c'est le bon islam, que dit l'islam, etc. là-dessus, parce que c'est rentrer dans un débat théologique qui ne nous appartient pas, puis en plus sur lequel, bien souvent, on n'est pas du tout armé. Hein. Moi, ce que dit le Coran sur tel ou tel point, c'est des questions compliquées. Je pense que c'est pour ça que du coup, prendre la licence en disant non, mais nous, notre approche, c'est pas une approche religieuse, quoi. C'est la question, voilà. Mais ça paraît assez évident, non, pour ces jeunes. Enfin, je pense que c'est pas si évident que ça. Oui, par exemple. Non, mais que ça peut, à la limite, effleurer l'esprit, mais c'est quand même pas un gros problème. Enfin, à moins qu'ils se soient retrouvés
dans une école catholique sans le savoir, enfin avec les parents, enfin voilà. Mais là, pour moi, c'est pas ce biais-là qui est important. Et je pense que ça pourrait être aussi vrai aussi avec un gamin qui est de confession catholique, qui on dit, bah allez, on rentre tous à la mosquée. On va visiter telle mosquée. Je pense qu'on pourra avoir les mêmes situations de blocage où le gamin dit, ah non, moi je suis pas musulman, je ne rentre pas dans cette mosquée. L'une des situations de blocage qu'on raconte, c'est un élève athée qui refuse d'étudier la Bible en sixième. Qui dit, je refuse, et qui était soutenu en partie par son père, et il a fallu dialoguer avec les parents. Oui, donc c'est des positions fondamentalistes, qu'elles soient catholiques d'une part, ou musulmanes, ou juives, etc. C'est-à-dire un refus de la religion de l'autre, en disant que le fait de rentrer dans une mosquée est une aberration, et comme pour un musulman, rentrer dans une basilique, une église, est une aberration, ou est un acte même réprimé, enfin je fais hypothèse d'école, par le Coran. Enfin voilà. Disons que je ne trouve pas que... Je pense qu'il y a une part d'opposition de l'adolescent qui cherche à s'opposer à la sortie, dans un élan comme il s'opposerait à autre chose, pour s'affirmer. Mais je pense que c'est pas si simple que ça, et que l'idée qu'il puisse se dire « est-ce que j'ai le droit d'entrer ?» moi ne me paraît pas ridicule. Par exemple, ce que je sais, par exemple, il peut y avoir moi je connais pas, des personnes qui étaient anticléricales et qui refusaient d'entrer dans une église pour aller à un mariage, dans la famille, chez les amis, par positionnement, en disant moi je n'entrerai pas dans et même pas sur un truc religieux, mais sur un truc de conviction. Et c'est vrai que là nous on y va avec l'école dans une approche historique, artistique, etc. Mais l'approche est différente, mais enfin moi je dirais à cette personne-là, si c'était un adolescent ou un jeune enfant, là tu rentres pas pour affirmer un choix religieux, politique ou anti-religieux, tu es là dans le cadre oui, on est là, tu es là pour apprendre avec les autres, et puis après tu pourras marquer ton refus de tous les cultes en refusant de rentrer dans... On aurait pu le prendre le cas où des parents sont clairement... c'est eux-mêmes qui vont s'opposer. Alors nous, on a eu une anecdote à l'occasion des assises pour la refondation de l'école, donc c'était avant donc, les événements de 2015, où un professeur des écoles d'une commune pas loin de Charleville s'est exprimé pour expliquer que ils avaient travaillé, donc ça devait être en CM1 ou CM2, sur justement l'histoire des religions, donc, dont l'islam, et la fille d'une parent d'élève donc devait faire un exposé. Sa mère a forcément été au courant parce qu'elle avait des devoirs à faire à la maison, et l'institutrice a vu débarquer la mère à l'école qui l'a sommé de absolument pas donner ce genre de travail à sa fille, car c'était pour elle de l'endoctrinement religieux, ça n'avait rien à faire à l'école, etc. Et donc elle nous a expliqué, cette professeure d'école, à l'occasion de cette réunion là, sur les assises, c'était au lycée Bazin, en amphithéâtre, qu'elle avait eu beaucoup de difficultés. C'était pas l'élève qui posait le problème, c'était les parents qui faisaient cette confusion. Et là, alors derrière, il y a, c'est pas forcément religieux, ça peut être politique, c'est d'ordre raciste. Et donc, là, il y a également un travail à mener. Alors, est-ce que c'est à l'école de le faire? Est-ce que, s'agissant de l'école... je pense que l'école est traversée par ce que connaît la société aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas le nier. Et après, oui, pour moi, c'est le travail de l'école de discuter avec les parents et d'essayer d'organiser un dialogue qui permette ça. Enfin, l'idée, c'est pas de dire qu'on ne se rencontre jamais de situations de blocage. Il existe des situations de blocage, mais que c'est pas la norme. Et que la plupart du temps, quand un dialogue est mené, quand on essaie de discuter, et aussi quand on désamorce, ou quand on interroge l'élève, un cas, par exemple, un professeur de musique qui veut étudier le chant du muezzin. Le chant du muezzin en tant que musique. Et les élèves disent, non mais c'est pas de la musique.
cette réflexion-là, elle est hyper intéressante parce qu'en fait, bah oui, qu'est-ce que c'est la musique? Est-ce que tout bruit est de la musique? Alors c'est pas du bruit, mais là c'est un appel. Est-ce que toute prière est une musique? Est-ce que prière est musique? Qu'est-ce qui fait à un moment donné que le sacré modifie ce qu'est un élément? Enfin, c'est compliqué et du coup ça peut lancer une discussion hyper intéressante avec la classe qui est de dire, bah, je suis prof de musique, alors effectivement c'est une bonne question de vous poser, qu'est-ce que c'est que la musique? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce que c'est que le sacré? Tout ça. Ou alors ça peut bloquer en disant si maintenant on va étudier ça parce que vos parents ils ont signé le règlement intérieur, dans ce règlement intérieur vous devez suivre mon enseignement et maintenant vous allez suivre mon enseignement, point. C'est-à-dire que il y a aussi deux approches de quand on est face à un questionnement, est-ce que ce questionnement on l'écoute, on l'interroge et on travaille avec, ou est-ce que comme on le ferait dans la société civile avec d'autres adultes dans le cadre d'un débat politique, on entre à l'affrontement. Pour moi, en fait, dans un débat avec vous, ou un débat politique, dans un syndicat ou je sais pas quoi, on peut être dans l'affrontement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit quelque chose, il y a un désaccord, etc. Mais dans le cadre de l'école, parfois on entend des choses, où on est amené à recevoir des questionnements, et que si la seule chose qu'on oppose à ça, c'est la loi dit ça, donc tu n'as pas le droit de dire ce que tu dis, on ne fait plus notre travail. Enfin, moi je pense que face à certaines remarques d'élèves, ça ne veut pas dire qu'il faut les accepter, ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser passer, mais ça veut dire qu'on a quand même un rôle d'éducateur. On ne peut pas simplement être là en rappel à la loi. Enfin, on n'est pas juge, on n'est pas policier, on est prof, quoi. Et après, ça ne réglera pas tout. Non, et heureusement, à la limite, c'est ça que vous dites, c'est que il ne faut pas que tout soit réglé, que le professeur soit là pour dire la règle et que tout le monde doit se faire, parce que de toute façon ça ne va pas fonctionner. L'essentiel c'est qu'il y ait une discussion. C'est ça. Chacun a son opinion, après. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est ça qui. Chacun a son opinion et puis on lui explique pourquoi. Pourquoi? Et qu'il puisse déporter son regard sur un. C'est intéressant sur le muezzin. En effet, on peut très bien comprendre pourquoi certains considèrent que le chant du muezzin n'est absolument pas, n'est pas pour eux un objet culturel. Parce qu'en gros, dire on va écouter comme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tenir aussi à la fois, en fait, ce rapport de foi à l'islam via ce chant du muezzin, et en même temps s'y rapporter de manière. Comme un objet d'étude, quoi, culturel. Et donc, c'est ça qui. Est-ce que psalmodier, c'est chanter? Les chants grégoriens sont des chants. Oui, mais. Quelle est la frontière entre le chant et le fait de psalmodier des. Et oui, et ça tient au sens. C'est quand même des chants religieux. C'est-à-dire celui qui chante. Oui, mais tu peux l'écouter. C'est joli, j'aime bien, moi, les chants. Oui. Ça reste une mélodie. Ah, oui. Voilà. Donc, quand des versets du Coran sont psalmodiés, il y a quand même une mélodie. On voit quand c'est bien psalmodié et quand ça ne l'est pas. Il y a une diction qui est plus ou moins mélodieuse et qui peut être très agréable à écouter. Est-ce que dans le monde musulman, on écoute, le muezzin ou d'autres musiques? On ne l'écoute pas comme objet culturel agréable, on l'écoute parce que c'est un appel à la prière. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Non, mais ça peut être. Oui, mais chez les catholiques, il y a les deux maintenant. Enfin, il y a les deux. Chez les musulmans aussi. Vous avez des non-musulmans qui vont voir les derviches tourneurs. Voilà. Et les derviches tourneurs, leur danse est une prière envoyée à Dieu. C'est une manifestation religieuse. Mais on en fait un spectacle et tout un chacun va aller voir les derviches tourneurs parce que c'est bon. Et on va prendre ça comme un spectacle de danse. Donc en fin de compte, c'est un acte éminemment religieux et de prière. Mais est-ce que, je sais pas, on peut le voir comme un spectacle? Ah oui, parce que pour des gens même j'ai jamais... comme vous et moi, n'étant pas... Moi je pensais que c'était les soufis qui étaient vraiment, il fallait pouvoir être... Dans les cafés à Istanbul, là où il y a beaucoup de touristes, il y a des démonstrations de derviches tourneurs qui rendent attractif d'ailleurs le café. Les gens vont. Les gens le voient comme un spectacle. À la fois il y a une musique, et il y a un danseur. Mais bon, il y a un côté spectaculaire à la danse du derviche tourneur. C'est vrai que
C'est assez, même Et dans un les peu chants fascinant. grégoriens, c'est pareil, vous avez des concerts et les gens vont au concert de c'est curieux.